Cela faisait environ un mois et demi depuis la bataille des Salomon orientales, et la situation sur Guadalcanal s'était installée dans une sorte de routine étrange. Grâce en grande partie à la conservation du champ Henderson, les forces américaines dominaient l'air pendant la journée, et avec cette domination venait le contrôle des mers locales. Cependant, grâce à leur base à Rabaul, la marine impériale japonaise pouvait concentrer et approvisionner leurs navires beaucoup plus près de la zone de combat que ne le pouvait la marine américaine. Cela signifiait à son tour que les navires rapides japonais pouvaient, s'ils chronométraient correctement leur trajet, descendre à Guadalcanal la nuit avec des fournitures, du matériel et des renforts pour les troupes japonaises sur l'île, puis revenir avec des blessés et des objets jugés dignes de récupération et de réparation. L'itinéraire le plus direct était le même que celui utilisé par Makawa lors des événements qui ont conduit à la première bataille de l'île de Savo, passant entre les différentes îles qui composent les éléments centraux et nord de la chaîne des îles Salomon. Cette route a été surnommée le Slot et les navires eux-mêmes ont été baptisés le Tokyo Express par les Alliés. Toutefois, cette configuration avait plusieurs inconvénients. Comme seuls les destroyers et les croiseurs avaient vraiment la vitesse et que les croiseurs lourds ne pouvaient être épargnés, les navires effectuant les transports ne pouvaient emporter que des charges relativement petites et aucun objet lourd unique comme des chars ou des canons d'artillerie lourdes qui pourraient faire pencher la balance sur terre. La marine impériale japonaise disposait de nombreux navires de transport de marchandises et d'assaut amphibies qui pouvaient déplacer ces objets, mais ils étaient lents et seraient capturés par les avions de Henderson Fields s'ils tentaient de faire le trajet soit en fin d'après-midi, soit s'ils partaient un peu plus tard, ils seraient capturés sur leur chemin de sortie tôt le matin. La chose évidente à faire était de neutraliser le champ d'Henderson, bien que ce soit un dilemme, car un certain nombre d'assauts ratés ont prouvé qu'il fallait plus d'hommes et plus d'équipements lourds pour y parvenir, et c'est précisément ce champ d'aviation qui vous empêchait de recevoir cet équipement lourd particulier. On espérait que tout cela changerait avec l'arrivée du Nishin. Avec un peu plus de 11 000 tonnes, elle avait été conçue comme un porte-avions pour hydravions et sous-marins nains, mais son armement de croiseurs légers et sa vitesse relativement élevée de 28 nœuds, combinés à l'espace de cale relativement grand nécessaire pour transporter des sous-marins et des avions ainsi que les grues pour les déplacer, signifiait qu'elle pouvait travailler aux côtés des autres navires de l'Express de Tokyo, mais pouvait aussi plus crucialement déplacer certains de ses plus grands équipements qui seraient nécessaires lors de la prochaine offensive terrestre. Dans le but à la fois de distraire les Américains des efforts de renforcement et d'essayer de réduire l'efficacité de leur couverture aérienne plutôt que l'offensive terrestre prévue, la marine japonaise a également décidé de lancer une série de frappes aériennes et de missions de bombardement côtier contre le champ d'Henderson. Même si elle n'était pas complètement mise hors d'action, endommager ou détruire les avions sur la base dégraderait gravement la puissance aérienne américaine, ce qui, combiné à l'accent mis sur la campagne terrestre à venir, pourrait permettre à plus de transports d'arriver sans être molestés. Du côté américain, la montée en puissance japonaise avait été remarquée et des appels avaient été lancés pour leurs propres renforts. Une force de croiseurs commandée par le contre-amiral Norman Scott s'est rendue sur place pour sécuriser le passage des transports. Scott avait en fait été à la première bataille de Savo Island, bien qu'à bord du croiseur de classe Atlanta San Juan, et avait donc été contraint de regarder la destruction du reste de la force à distance. Début octobre, les Japonais avaient alloué un autre porte-avions rapide, le Chiteuse, à l'effort, et les deux navires, accompagnés de 6 destroyers, devaient effectuer une grande course d'approvisionnement le 11 octobre 1942. Comme aucune force américaine n'avait tenté de contester le contrôle nocturne japonais des eaux autour de Guadalcanal de manière significative depuis la première bataille de Savo Island, aucune opposition n'était attendue et une force de croiseurs japonais distincte s'est vue attribuer la mission d'attaquer directement le champ Henderson en utilisant une version légèrement modifiée de l'infâme obus anti-aérien Sanshiki. Bien qu'il ait été conçu comme une arme anti-aérienne, on pensait que la combinaison unique de cet obus de fragmentation et d'éléments incendiaires dans un emballage lourd serait très utile pour détruire les avions et les bâtiments et les mettre tous en feu. Cette force serait composée des anciens croiseurs lourds Alba, Kinugasa et Furutaka, avec les destroyers Fubuki et Atsuyuki. Avec l'arrivée prévue des renforts américains le 13e, Scott a ordonné des exercices de combat nocturnes ainsi que d'autres formations.
Scott a vu la réintroduction d'un type de formation qu'il avait supervisé à la fin des années 30 dans une pratique empruntée à la Royal Navy qui nécessitait beaucoup de confiance en l'équipage contre lequel vous vous entraîniez. Un navire manœuvrerait comme s'il était un vaisseau ennemi, tandis que l'autre pointerait ses canons sur lui comme s'il était en bataille. Ensuite, vous décaleriez volontairement la déviation et l'élévation des canons de quelques degrés et tireriez. Lorsque les obus tombaient, les décalages connus pouvaient être retirés de la chute repérée du tir, et il était alors déterminé que si les obus auraient touché leur cible, si ce n'était pour ces décalages connus. Si c'était le cas, un coup était compté, sinon les canons devaient s'ajuster et tirer à nouveau. Il fallait espérer que les estimations initiales de l'autre navire sur la portée, le cap et la vitesse n'étaient pas si éloignées qu'elles finissaient par vous clouer accidentellement avec une vraie bordée. Pendant 2 semaines, les navires ont effectué de tels exercices de tir de jour et des exercices de manœuvre tactique et de repérage chaque nuit. Les équipages des canons, surtout sur les destroyers et croiseurs légers, étaient encouragés à augmenter leur cadence de tir jusqu'à une vitesse fiable et soutenable. La confiance croissante de l'équipage se reflétait dans la liberté accrue accordée lors des exercices. Les vitesses maximales ont été augmentées et les capitaines ont adopté des stratégies de plus en plus audacieuses. De manière assez amusante, à bord de l'United States Ship Salt Lake City, les artilleurs ont découvert que quelqu'un avait mal câblé leur téléphone, ce qui signifiait que les téléphones de la batterie principale et secondaire étaient en fait liés et qu'ils pouvaient s'entendre ainsi que les ordres venant du pont et des équipes de contrôle des incendies. Ils ont en fait choisi de ne pas corriger cette faute, mais plutôt de partager des informations sur ce qu'ils pouvaient voir et sur ce qu'ils tiraient avec les autres. Une fois cette formation terminée, et les équipages de ces croiseurs et destroyers quelque peu revigorés par l'expérience, il s'est ensuite dirigé vers les mers autour de Guadalcanal, le 9 avec les croiseurs lourds San Francisco et Salt Lake City, les croiseurs légers Boise et Helena, et les destroyers Laffey, Buchanan, Duncan, McCalla et Fahrenholt. Malgré le fait que les 2 croiseurs de classe Brooklyn étaient équipés d'un radar de surface SG beaucoup plus avancé, Scott a choisi le San Francisco, qui était le plus récent et le plus puissant des 2 croiseurs lourds, et équipé d'un ancien ensemble de radars de surface SC moins capable, comme son navire amiral, en partie par tradition, que l'amiral devrait toujours avoir le navire le plus puissant, et en partie parce que le croiseur lourd avait également des installations plus grandes qui seraient mieux à même de gérer son personnel d'amiral. La première action de l'un ou l'autre côté s'est avérée être une frappe aérienne par des chasseurs de la marine japonaise basés à terre attaquant le champ d'Henderson, suivie d'une frappe plus importante par des bombardiers escortés. Bien qu'aucun dommage majeur n'ait été infligé à la force aérienne de chaque côté ou même à la base aérienne elle-même, cela a eu un résultat beaucoup plus significatif. Comme ils étaient plutôt compréhensiblement occupés par leur propre défense, les avions d'Henderson ne seraient pas en mesure de sortir pour attaquer les formations japonaises. La reconnaissance aérienne alliée avait repéré les 2 porte-hydravions et leurs escortes un peu plus d'1 heure après les frappes japonaises, mais les canons et le profil général du Nishin et du Chitose les ont fait signaler comme des croiseurs plutôt que comme des ravitailleurs d'hydravions. La véritable force de croiseur n'a pas été repérée, bien que cela soit une inversion intéressante de la préparation à la bataille de la première île de Savo, lorsque de véritables croiseurs avaient été pris pour des ravitailleurs d'hydravions. Avec les forces japonaises repérées qui semblent moins être une course de transport à grande vitesse et plus l'approche lente d'un escadron de bataille cherchant des ennuis, les forces de la marine américaine sont allées au nord-est dans la fente pour chercher un combat. Le plan américain était simple mais efficace, du moins sur le papier. Tout comme la Royal Navy à Matapin, les destroyers mèneraient les unités lourdes et suivraient également en arrière. Les navires lourds équipés de radars, dans ce cas principalement les 2 croiseurs légers, repéreraient l'ennemi et dirigeraient la formation pour se rapprocher d'eux. Les destroyers utiliseraient leurs projecteurs pour éclairer les cibles, cachant les navires lourds dans l'obscurité jusqu'à ce qu'ils tirent et puissent utiliser leur équipement librement. La discipline du feu était assez libre. Les destroyers avaient la permission d'engager avec des canons et des torpilles à volonté et les croiseurs pouvaient tirer à leur discrétion s'ils estimaient cela nécessaire. L'objectif étant de réduire la distance pour permettre une grande précision et de passer à un tir continu plutôt qu'à des salves distinctes qui était la doctrine à longue distance, une fois que tout le monde avait établi exactement à quelle distance se trouvait l'ennemi.
Cependant, en raison du choix de San Francisco comme navire amiral, il mènerait les croiseurs avec Boise, puis Salt Lake City et ensuite Helena, ce qui signifie que les radars de recherche de surface SG étaient moins utiles pour regarder directement devant qu'ils auraient pu l'être autrement. Cela signifiait également que tout ce qui était repéré sur ces radars de recherche de surface SG devait d'abord être signalé au commandant des croiseurs concernés, qui devait ensuite informer le San Francisco, et ensuite quelqu'un sur le San Francisco devait informer Scott. Mais tirant une leçon des accomplissements de la marine japonaise à First Savo Island, les avions de reconnaissance des croiseurs américains seraient également chargés de la reconnaissance et, si possible, de larguer des fusées éclairantes sur l'ennemi. La formation de transport japonaise a dépassé les forces de la marine américaine, passant du côté nord-est de Guadalcanal juste au moment où la formation américaine contournait l'île du côté sud-ouest. L'avion de reconnaissance les a d'abord manqués, ce qui était compréhensible étant donné l'absence de lune et donc de lumière ambiante. Fahrenholt, Duncan et Lappy ont mené les croiseurs avec Buchanan et Mercalli en charge de l'arrière-garde. Leur approche a presque été trahie par le sous-marin E-26, qui les a repérés alors qu'ils reposaient à la surface près de la côte, où la masse terrestre derrière lui le cachait de la détection radar. Heureusement, la surprise de l'apparition d'une formation puissante de la marine américaine en pleine nuit a effrayé le sous-marin qui a plongé en catastrophe avant qu'il ne puisse envoyer un rapport de repérage. Lorsqu'il a refait surface pour envoyer un message radio, il était bien trop tard. Au nord-ouest, la force de bombardement japonaise était menée par le croiseur lourd Aoba, suivi par le Furutaka, puis le Kinugasa, avec les 2 destroyers de chaque côté de la formation. Voyageant à travers une série de grains de pluie, ils sont sortis du dernier directement sur les écrans radars des 2 croiseurs américains les plus à l'arrière. L'absence de toute lumière ambiante particulière a dégradé l'équipement de combat nocturne de la marine japonaise uniquement optique, tandis que le radar américain, au moins les unités SG, était plus avancé que celui qui avait été présent à la première île de Savo, et cette fois-ci, il n'était également pas obstrué par la Terre étant dans sa ligne de vue et n'avait donc aucun problème à enregistrer l'arrivée de la marine japonaise. Le radar de recherche de surface repérerait les contacts, puis le radar de contrôle de tir FD serait verrouillé pour une image plus détaillée, y compris une estimation plus précise de la portée, bien que l'amiral Scott semble ne pas avoir été informé de cette détection précoce. Vers 2300, l'avion de reconnaissance américain avait remarqué la flottille de transport qui était maintenant au sud-est, mais Scott a conclu, à juste titre, qu'il y avait plus de navires japonais dans les environs et ils ont donc continué vers le nord-est. Après environ une demi-heure, Scott a ordonné à sa force de faire demi-tour pour continuer à patrouiller la ligne, mais maintenant les choses ont commencé à mal tourner. La première d'une cascade d'erreurs qui verrait l'action descendre dans un chaos massif et des ordres contradictoires des 2 côtés. Tout le monde, dans la formation de la marine américaine, a compris l'ordre de faire demi-tour, mais a supposé que la formation serait maintenue comme l'ordre l'avait lu colonne à gauche à 230. Exécuté donc, tout le monde tournerait dans la ligne actuelle autour du même point fixe, mais pour une raison quelconque. San Francisco, le navire amiral de Scott, pensait que le virage ressemblait plus à un virage de bataille de flotte en haute mer, ce qui, si Scott l'avait réellement voulu, aurait été transmis comme simultané à gauche à 230. Ainsi, l'étrave de San Francisco a commencé à se balancer à bâbord en même temps que le destroyer de tête. Boise, le suivant, a dû prendre une décision difficile. Si elle suivait les ordres de Scott tels qu'ils ont été transmis et continuait à tourner avec les destroyers, le San Francisco serait laissé seul et isolé. Inversement, si elle suivait le San Francisco dans son virage, elle désobéirait techniquement aux ordres de Scott, et plus important encore, elle laisserait peut-être les destroyers plus loin au nord-est, mais réalisant que chaque choix finirait par diviser la formation. Le capitaine de Boise a considéré que garder la force des croiseurs unis était peut-être le plus important et a donc fidèlement suivi le navire amiral et ainsi les autres croiseurs ont suivi la ligne. Laissez les 3 destroyers qui étaient auparavant en tête maintenant assis sur le quart arrière tribord de la formation, courant désespérément pour rattraper les autres navires et revenir à leur poste. À ce moment, d'autres navires américains ont repéré la colonne japonaise entrante.
Duncan, l'un des 3 destroyers en course, et Boisé ont repéré indépendamment les contacts, et Boise et Helena ont maintenant signalé leurs observations à Scott quelques minutes plus tard. Mais avec San Francisco qui ne voyait toujours rien, et Scott confirmant que les 3 destroyers déplacés arrivant rapidement à tribord de la colonne, il s'est convaincu que les contacts qui étaient repérés étaient en fait ces 3 navires d'escorte, et il a donc écarté les rapports. Maintenant, les choses sont devenues encore plus confuses. Fahrenholt et Lafay n'avaient pas repéré les navires de la marine japonaise qui arrivaient et augmentaient leur vitesse pour dépasser plus rapidement les croiseurs. Duncan, bien sûr, pouvait voir les contacts radars à son tribord et a donc supposé que cette augmentation de vitesse de ses compatriotes était le début d'une attaque générale sur l'ennemi, et donc, ne voulant pas être laissé derrière, il a rompu et s'est dirigé dans l'obscurité pour commencer ce qui s'est avéré être une attaque de torpilles par un seul navire. Supposant des circonstances que tout le monde savait ce qui se passait, le Duncan est resté silencieux pour améliorer ses propres chances de s'approcher sans être détecté et garder le réseau radio clair afin que Scott puisse donner des ordres à sa ligne de bataille. Cela signifiait bien sûr que Scott n'avait en réalité aucune idée de l'endroit où le Duncan avait disparu. Vers 2345, la formation japonaise s'était rapprochée à environ 5000 yards et avait été visuellement repérée par Helena et Salt Lake City, ainsi que par le radar plus ancien et moins capable de San Francisco, bien qu'à l'instar de la première île de Savo, personne à bord ne semble avoir réellement informé Scott de cela. À bord de l'Helena, qui avait suivi les navires depuis presque 30 000 yards jusqu'à ce point, un officier s'est demandé si l'action d'abordage allait être l'ordre du jour. Néanmoins, peut-être avec une bonne dose de chance plutôt que de jugement, la formation de la marine américaine était maintenant dans une position parfaite pour croiser le T par rapport aux Japonais et à une distance suffisamment proche pour tirer à bout portant. 1 minute plus tard, bien que tous les croiseurs aient l'autorité d'ouvrir le feu quand ils le jugent approprié, le commandant de l'Helena a pensé qu'il devrait peut-être vérifier à nouveau avec Scott. Peut-être pensait-il qu'un salve d'ouverture combiné aurait été un peu plus efficace, et il a donc radioé à San Francisco en utilisant une requête précodée basique, interrogatoire Roger, hier, qui, traduit en langage courant, signifiait effectivement « Pouvons-nous prendre des mesures ?» Un peu confus, Scott a répondu avec Roger, pensant qu'il confirmait la réception de la transmission pendant qu'il essayait de comprendre exactement ce que l'Helena demandait. Bien sûr, à bord de l'Helena, qui était douloureusement consciente de l'approche de la marine japonaise et également consciente qu'une réponse dans ce contexte à hier de Roger signifiait en fait « oui, allez-y », ils ont décidé que la permission d'attaquer avait été donnée. Et un instant plus tard, les 15 canons de 6 pouces à bord se sont enflammés et ont commencé un tir rapide de mort explosive. Avec une portée si proche, la doctrine disait qu'ils devraient passer immédiatement à un tir continu aussi vite que les canons se chargeraient, plutôt qu'à des salves délibérées, et ainsi des cartouches en laiton usé pleuvaient sur tout le navire, et toute la longueur du navire scintillait d'un bout à l'autre, alors qu'une tourelle ou une autre tirait pratiquement à tout moment. Avec Boise et Salt Lake City également déjà au courant de la situation grâce à leur propre radar et à leurs guetteurs, ils ont pris l'initiative, et bientôt Boise a également commencé à déverser une quantité terrifiante de feu de 6 pouces à longue portée, tandis que Salt Lake City prenait un rythme légèrement plus tranquille avec ses salves de 8 pouces, bien que chaque obus soit bien sûr beaucoup plus destructeur. Même à bord de San Francisco, certains éléments de son propre équipage semblaient apparemment un peu plus conscients de la situation que le pauvre vieux amiral Scott, et San Francisco a maintenant également ouvert le feu, ce qui a surpris les amiraux des deux côtés par le début du feu. L'UALBA avait aperçu la formation américaine quelques minutes plus tôt, mais pensait qu'il s'agissait du convoi de transport, et à mesure que la distance se réduisait, les observateurs japonais les avaient reconnus comme étant en fait des navires américains. Mais l'amiral Goto, comme Scott, doutait de ses subordonnés et leur a ordonné de vérifier par signal lumineux, ce qui a coïncidé avec plusieurs obus américains qui ont fait sauter des morceaux de la superstructure du navire amiral japonais, alors qu'ils signalaient impuissamment « Je suis Alba » à eux, ce qui n'a probablement pas aidé sa cause. Les 2 destroyers de la marine américaine qui dépassaient ont jeté un coup d'œil au feu grêlant qui passait au-dessus de leur tête, qu'ils ont d'abord pensé être si rapide qu'il devait s'agir d'un tir anti-aérien de 1,1 pouce jusqu'à ce qu'ils voient les résultats à l'autre bout, puis ils ont regardé à tribord, ont vu exactement ce qui se passait et se sont joints avec enthousiasme.
En quelques minutes, 2 des 3 tourelles de l'Alba étaient parties, et le pont était un véritable désastre. Quelques obus lourds, probablement des canons de Salt Lake City ou de San Francisco, sont en fait passés tout droit et sont sortis de l'autre côté, mais l'onde de choc de leur passage a quand même éliminé la plupart des hommes sur le pont de toute façon et allait mortellement blesser l'amiral Goteux. Scott, quelque peu stupéfait et maintenant inquiet que tout le monde ait pu ouvrir le feu sur les destroyers américains qu'il a probablement manqué, Laffey et Fahrenholt, tirant joyeusement avec leurs propres canons dans l'obscurité, a ordonné que tous les tirs cessent après quelques minutes. Helena, avec Boise, avait déjà plusieurs centaines d'obus en moins, et Boise et San Francisco elles-mêmes continuaient en fait à tirer car leur capitaine était absolument sûr de leur cible. Le capitaine de San Francisco était désolé d'avoir outrepassé l'amiral Scott. Quand, sur ordre de l'amiral Scott, Fahrenholt a signalé sa position à une proximité surprenante, Scott a finalement compris ce qui se passait, et quelques minutes après son premier ordre de cesser le feu, il a donné l'ordre de reprendre le feu à la place. Alba s'est rapidement éloigné, faisant de la fumée qui, dans l'obscurité, faisait paraître ses dégâts bien pires qu'ils ne l'étaient réellement. Bien que ses superstructures aient été totalement malmenées et qu'il y ait plusieurs incendies, sa machinerie était encore en grande partie intacte, et il y avait relativement peu de dommages globaux à son intégrité étanche. Mais concluant qu'Alba était en train de couler, la colère combinée des 4 croiseurs américains s'est maintenant déplacée vers le Furutaka. Un grand incendie, causé par un coup à ou près de ses lance-torpilles, la rendait une cible encore plus évidente, et Buchanan a lancé une torpille qui, dans un événement rare pour la marine américaine en 1942, a fonctionné parfaitement, faisant un trou dans les espaces de machinerie du Furutaka une fois qu'elle a franchi la distance intermédiaire. Alors que ce projectile sous-marin entreprenait son voyage sans retour de courte durée, quelqu'un a repéré le Fubuki à moins d'une douzaine de longueurs de navire. Le destroyer, pour une raison quelconque, n'avait toujours pas déchaîné ses longues lances et essayait de bluffer pour se rapprocher à portée de katana, et les 2 principaux croiseurs américains ont rapidement veillé à ce que cela n'arrive jamais, rejoints par le feu de presque tout le monde peu de temps après, laissant sans surprise le navire japonais en flammes et en train de couler. Kinugasa et Tatsuyuki ont décidé que la discrétion était la meilleure part de la valeur et ont tourné à bâbord au lieu de suivre leurs camarades à tribord, évitant ainsi le pire de l'incendie immédiat. Cependant, tout n'était pas en faveur des Américains. Fahrenholt et Duncan ont été repérés par les navires japonais et pris pour cible, ce qui n'est pas vraiment surprenant, mais ils ont également été soumis, de manière plutôt inopportune, à un certain nombre de barrages de leur propre camp, forçant les 2 navires à se désengager et à se placer derrière la ligne de croiseurs américains. Un impact haut sur le Fahrenheit a coupé l'antenne radar de manière plutôt nette et a envoyé des éclats dans le lance-torpilles en dessous. L'un d'eux a fait exploser le flacon d'air d'une torpille qui s'est immédiatement lancé tout droit hors du tube et, de manière plutôt inopportune, puisque le lance-torpilles était actuellement positionné vers l'avant, s'est coincé, moteur hurlant, dans la cheminée avant. Heureusement, contrairement à l'arme de Buchanan, celle-ci était défectueuse. Le moteur s'est épuisé, mais la fonction d'autodestruction a échoué. Alors que Fahrenheit a été touché par environ une demi-douzaine d'obus amis, Duncan a subi bien pire de son propre camp, laissé presque hors de contrôle et en flammes par les dommages non intentionnels. Le fait qu'il se soit retiré derrière les lignes amies était plus dû au fait qu'il était coincé dans un virage incontrôlable vers le port qu'à quelque chose de particulièrement intentionnel. Alors que les 2 groupes japonais tentaient maintenant de se retirer, les navires américains se rapprochaient pour les poursuivre. Cela s'est avéré être une manœuvre assez chanceuse, car Kinugasa avait saisi l'occasion pour lancer une série de torpilles qui ont à peine manqué Boise. Se sentant relativement confiants, Boise et Salt Lake City ont activé leurs projecteurs pour aider à finir l'ennemi en fuite et ont involontairement donné à Kinugasa, jusqu'à présent non engagé, un excellent ensemble de points de visée. En quelques minutes, 2 obus de 8 pouces ont explosé directement dans Boise. Le premier a dévié dans l'une des salles de manutention des obus de Boise et a explosé, emportant une autre salle de manutention des obus avec lui.
Une énorme boule de feu a éclaté et une centaine de vies ont été éteintes en un instant. Et pendant un moment, tout le monde craignait que le feu ne se propage au magasin de poudre adjacent. Mais heureusement, la destruction de l'obus est devenue victime de son propre succès, car la coque soufflée sur le côté du navire a immédiatement émis d'énormes quantités d'eau qui ont mis fin de manière plutôt décisive à tous les feux persistants au fond du navire, bien que cela n'ait pas aidé les tourelles qui étaient bien en flammes. Le combat consistait désormais à consolider les cloisons, tenter d'éteindre les feux et s'assurer que le navire restait à flot. Prouvant qu'elle était le joueur le plus précieux de la marine japonaise ce soir-là, la Kinugasa a ensuite affronté la Salt Lake City, s'en sortant un peu mieux avec des dommages mineurs en échange de la destruction de certaines machines de chaudière de la Salt Lake City, ce qui a conduit la Salt Lake City à reculer avec une vitesse réduite. Une partie de ce succès était due à la brève accalmie alors que la poursuite s'intensifiait, ce qui a permis aux navires japonais restants de passer de leurs tirs de bombardement à des tirs perforants. Entre la moitié de la ligne de bataille des croiseurs maintenant hors de combat, 2 de ces destroyers ayant dû reculer et la marine japonaise faisant tout son possible pour atteindre sa vitesse maximale et s'éloigner de lui, Scott a ordonné à ses navires de se désengager peu après 20 heures passées minuit le matin, bien que les actions de la Salt Lake City se tenant devant la boise en détresse et bien éclairée aient probablement sauvé le croiseur léger d'être envoyé au fond par la Kinugasa. À part le Fubuki, l'action s'est arrêtée sans que personne d'autre n'ait réellement coulé, et l'escadron de transport s'est occupé en déchargeant les fournitures qu'il transportait, puis en se faufilant à l'est des 2 autres formations. Mais au fil de la matinée, le nombre de victimes augmentait. Le premier à partir fut le destroyer United States Ship Duncan, abandonné à cause d'incendies incontrôlables vers 2 heures du matin. Ensuite, c'était Furutaka. Après avoir dérivé sans énergie pendant environ 1h30, elle a coulé juste avant 2h30 du matin, Hatsuyuki récupérant les survivants. Boise a maintenant réussi à éteindre les incendies restants et à revenir à sa vitesse de croisière vers 3h du matin, ce qui était à peu près le moment où le Makala a trouvé le Duncan abandonné, commençant un effort pour sauver le navire tout en récupérant l'équipage dans l'eau avec l'aide de quelques bateaux lancés depuis Guadalcanal. L'effort de sauvetage pour les hommes a été plus réussi que celui pour le navire, car Duncan finirait par couler vers l'heure du déjeuner. Ils sont également tombés sur certains marins du Fubuki qui ont décidé qu'ils préféraient rester dans l'eau et attendre un hypothétique sauvetage par leur propre camp la nuit suivante. Ce ne serait que le lendemain qu'ils réaliseraient qu'aucune aide n'arrivait et ils se laissaient être ramassés et bien sûr pris en prisonniers. À ce stade, la perte d'un croiseur et d'un destroyer, plus de lourds dommages à un autre, en échange d'un destroyer américain coulé, d'un croiseur lourd endommagé et d'un croiseur léger hors d'action pour une bonne partie de l'année, n'était pas un taux d'échange trop mauvais compte tenu des circonstances de l'embuscade, même si cela favorisait globalement la marine américaine. Cependant, les choses ont commencé à s'aggraver avec le lever du soleil. L'amiral de la flotte Jojima, dont la formation était restée intacte jusqu'à présent, allait maintenant envoyer 4 de ses 6 destroyers pour aider la force des croiseurs. Comme le champ Henderson n'avait pas été bombardé, cela signifiait que bientôt des escadrilles de bombardiers en piqué intrépides et une formation occasionnelle d'Avengers, accompagnée de quelques Wildcats d'escorte, commencèrent à chasser et assez rapidement se sont mis à attaquer tout ce qui portait le drapeau du soleil levant. Une vague a endommagé le destroyer Murakumo, une autre l'a touché avec une torpille, et puis, alors que les autres destroyers essayaient d'aider leurs compatriotes en difficulté, encore plus d'avions ont touché et coulé le Natsugumo, en plus de toucher un peu plus le Murakumo pour faire bonne mesure, finissant par couler les 2 navires. Les 2 côtés ont initialement revendiqué des nombres quelque peu irréalistes de tués. Les Japonais prétendaient avoir coulé 2 croiseurs et 1 destroyer, les Américains prétendaient avoir coulé 3 croiseurs et 4 destroyers. En réalité, un croiseur et 3 destroyers ont été coulés avec un autre croiseur fortement endommagé du côté japonais, tandis que les Américains avaient un destroyer coulé, un croiseur léger et un destroyer fortement endommagé, et un croiseur lourd légèrement endommagé. Dans l'ensemble, donc, la victoire tactique était fermement celle de la marine américaine, bien que la valeur du champ Henderson et de ses avions ait été profondément soulignée par les actions du matin pour les 2 parties impliquées. Stratégiquement, le tableau était un peu plus embrouillé. D'une part, le convoi d'approvisionnement allié a débarqué sans être contesté par une attaque de surface dans les jours suivants, les renforts qu'ils ont apportés permettant la défense réussie du champ Henderson contre une attaque terrestre la semaine suivante.
Mais la marine japonaise avait réussi son ravitaillement cette nuit-là et les deux porte-hydravions étaient indemnes, ce qui serait un problème crucial lors des futurs ravitaillements en raison de leur capacité à déplacer du matériel lourd dont l'armée japonaise avait désespérément besoin. De plus, le fait qu'ils aient gagné combiné aux revendications de tueries irréalistes signifiait que certains dans la marine américaine supposaient que les problèmes qui avaient conduit à la défaite à First Savo Island étaient maintenant complètement résolus, ce qui leur reviendrait plus tard dans la campagne. La marine japonaise a persisté dans ses efforts pour détruire le champ Henderson. En fait, moins de 48 heures après la fin de cette bataille, surnommée la bataille du Cap Espérance, les croiseurs de bataille Kongo et Haruna sont apparus et ont sérieusement endommagé le champ Henderson, paralysant temporairement les deux pistes, endommageant ou détruisant plus de la moitié des avions disponibles et mettant le feu à presque tout le carburant d'aviation présent, affectant gravement les opérations aériennes sur le terrain pour un certain temps à venir. Dans l'ensemble, la situation sur Guadalcanal évoluait vers une impasse. Les effectifs sur Terre étaient à peu près égaux et aucun des deux camps n'aurait pu revendiquer le contrôle des mers assez longtemps pour aider de manière significative dans la bataille terrestre avec quelque chose comme, disons, une opération de bombardement côtier prolongée. De plus, les options de la marine américaine paraissaient assez restreintes. Ces derniers mois, l'Enterprise a été endommagée et est en réparation suite à la bataille des Salomons orientales. Son compagnon dans cette bataille, le Saratoga, avait été torpillé par un sous-marin et était donc également en réparation. Le troisième membre de cette flotte particulière, le Wasp, avait manqué la bataille pour être également torpillé et cette fois coulé par un sous-marin japonais, une action qui avait également envoyé le nouveau cuirassé United States Ship North Carolina en cale sèche avec un trou dans son flanc. Il ne restait que l'United States Ship Hornet, mais l'amiral Nimitz avait quelques tours dans sa manche. Tout comme le Yorktown à Midway, il a accéléré les réparations nécessaires pour remettre l'Enterprise en mer, même si ce n'était pas nécessairement en parfait état, et avec les deux porte-avions de la flotte travaillant ensemble, il a envoyé l'amiral Halsey pour soulager l'amiral Gormley. Halsey s'était quelque peu remis du problème médical qu'il avait fait manquer Midway, et il prit maintenant le commandement. Si un amiral américain était capable de faire un faux pas et de changer le cours des opérations, c'était bien Halsey. Ainsi, la scène était prête pour la prochaine grande bataille de la campagne en cours, la bataille des îles Santa Cruz. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir ci-dessous. Commentez le post épinglé pour les questions de cale sèche.